Il existe un pays où le silence d'un temple semble dialoguer avec l'éclat des villes du futur. Un lieu où des montagnes sacrées contemplent des trains fendre l'horizon comme des flèches de lumière. Bienvenue au Japon. À première vue, le Japon semble presque irréel. Des temples millénaires reposent à quelques pas d'avenues illuminées. Des jardins ancestraux respirent en silence, tandis que les mégapoles avancent comme si elles vivaient déjà dans le monde de demain. Mais ce qui rend le Japon si fascinant, ce n'est pas seulement sa technologie, c'est la manière dont ce peuple a fait de la discipline, de la mémoire, de la nature et du respect les fondements d'une civilisation qui impressionne le monde entier. Restez avec moi, car aujourd'hui nous allons traverser des merveilles entre temples millénaires et villes du futur. Du sommet des gratte-ciel de Tokyo au silence des sanctuaires de Kyoto, chaque image semble faire naître une question. Et nous allons y répondre, une à une. Le Japon est un archipel situé à l'est de l'Asie, bordé par l'océan Pacifique et composé de plus de 14 125 îles. Du nord au sud, il s'étire sur plus de 3000 km, formant un long arc insulaire au-dessus de l'une des régions tectoniques les plus actives de la planète. 4 de ces îles concentrent presque toute la population. Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. Avec près de 122 millions d'habitants, le Japon figure parmi les nations les plus densément peuplées de la planète. Et c'est sur Honshu que se trouvent la plupart des grandes villes, dont l'immense Tokyo. Comment un pays de plus de 14 000 îles a-t-il réussi à préserver son âme? Un contraste déployé entre eaux profondes, volcans, neige, forêts, et quelques-unes des plus grandes villes de la planète. Et pourtant, le pays parvient à préserver un équilibre saisissant entre nature et urbanisation. À partir de maintenant, vous allez découvrir un Japon de forêts de bambous, de portails rouges gravissant les montagnes, d'îles tropicales, de villages ensevelis sous la neige, de tours vertigineuses, de trains à grande vitesse, de villes souterraines, de jardins d'une perfection saisissante et de lieux qui semblent tout droit sortis d'un rêve. Dans notre dernier épisode, nous avons découvert l'Iran et les merveilles de l'ancienne Perse que la guerre n'a pas réussi à effacer. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage vers une autre terre où le passé n'a jamais disparu. Au Japon, il a appris à avancer aux côtés du futur. Et si vous nous regardez depuis votre télévision, vérifiez maintenant que vous êtes bien abonné à notre planète. Ainsi, vous continuerez à recevoir nos prochains documentaires sans manquer nos voyages à la découverte de l'extraordinaire caché aux 4 coins du monde. Maintenant, respirez profondément. Ouvrez grand vos sens. Laissez la lumière de votre écran transformer votre salon en un véritable portail et préparez votre cœur, car l'expérience va commencer. Et elle commence là où le Japon révèle son visage le plus spectaculaire. Une ville si immense, si organisée et si lumineuse qu'elle semble respirer dans une autre époque. Et peut-être que, dans quelques minutes, vous comprendrez pourquoi le futur a choisi de naître ici.
Tokyo, la ville où le futur a appris à respirer. Tokyo ne commence pas sous vos yeux, elle commence dans le corps, dans le rythme pressé de la foule, dans l'éclat des écrans, dans le grondement métallique des trains, et dans cette étrange sensation d'avoir atteint le futur sans même s'en apercevoir. Ici, sur la côte de l'île de Honshu, entre la plaine du Kanto et les eaux de la baie de Tokyo, la capitale japonaise palpite au cœur de l'une des plus vastes régions urbaines du monde. Dans le Grand Tokyo, des dizaines de millions de personnes vivent, travaillent, traversent des gares, franchissent des rivières, des ponts, des avenues, et avancent comme si la ville entière possédait son propre souffle. Et pourtant, Tokyo ne sombre pas dans le chaos. Elle s'organise, elle se met en mouvement au rythme des quais, des feux, des escaliers, des ruelles illuminées et de trains qui arrivent avec une précision presque rituelle. À Shibuya, le carrefour le plus célèbre du Japon ressemble à une marée humaine. Lorsque le feu passe au vert, des centaines de personnes traversent en même temps. Pendant quelques secondes, la ville entière devient une chorégraphie. Il est fascinant d'y penser. Dans bien des endroits du monde, une foule de cette ampleur serait synonyme de confusion. Ici, elle semble suivre une musique invisible, comme si chacun savait exactement où il doit aller. À quelques kilomètres de là, Shinjuku révèle un autre visage de la métropole. Des tours de verre s'élèvent comme des montagnes artificielles. Les restaurants allument leurs enseignes colorées et l'une des gares les plus fréquentées de la planète absorbe puis recrache des millions de pas. Il y a quelque chose de presque hypnotique dans cette répétition. Le train arrive, la porte s'ouvre, la foule monte, la porte se referme et le Japon poursuit sa course, sans cri, sans agitation apparente, mais à une vitesse que peu de pays parviennent à suivre. Puis, lorsque la Tokyo Skytree se dessine à l'horizon, du haut de ses 634 mètres, Tokyo semble toucher le ciel, comme si l'ingénierie pouvait elle aussi devenir une forme de contemplation. Depuis les hauteurs, la ville s'étend aussi loin que la brume permet de voir. Quartiers, rivières, ponts, lignes ferroviaires, avenues et toits composent un échiquier vivant, façonné par la main de l'homme sur une terre que Dieu a dessinée avec mystère. Mais Tokyo réserve une surprise. Plus elle paraît futuriste, plus elle laisse apparaître les traces du passé. À Asakusa, le temple Sensoji accueille encore des pas, des prières, de l'encens et des regards silencieux. Sur le chemin du temple, la rue Nakamise ressemble à un passage vers un autre Japon. Lanterne, douceur traditionnelle, kimono, éventail, souvenirs et parfums d'autrefois rappellent qu'une ville n'a pas besoin d'effacer sa mémoire pour aller de l'avant. Puis, au Meiji-Jingu, le tumulte de la métropole commence à s'effacer. De grands arbres entourent le sanctuaire. Le sol semble plus paisible et chaque pas appelle au respect, comme si la forêt elle-même abaissait le volume du monde. Voilà le secret de Tokyo. Elle n'impressionne pas seulement par son immensité, elle impressionne parce qu'elle parvient à réunir néons et prières, verre et bois, foule et silence,
presque côte à côte, sans jamais perdre son identité. Dans le quartier commerçant de Ginza, les vitrines brillent comme les reflets du monde de demain. À Akihabara, écrans, jeux, robots, animés et électroniques dévoilent un pays qui a transformé l'imagination en industrie, et l'industrie en culture mondiale. Mais au milieu de toutes ces lumières se cache aussi une leçon profondément humaine. La technologie, à elle seule, ne bâtit pas une civilisation admirable. Il faut du respect, de l'éducation, de la rigueur, de la mémoire et une conscience du collectif devenue rare. C'est peut-être pour cela que tant de voyageurs se sentent petits ici, sans jamais se sentir perdus. La ville est immense, presque infinie, mais chaque détail semble murmurer une direction, une limite, un chemin, un ordre. Et lorsque la nuit tombe, Tokyo change de visage. Les gratte-ciels s'illuminent, les trains continuent de traverser la ville. Le futur, il semble se refléter dans les fenêtres, comme si des millions d'étoiles étaient descendues vivre dans les rues. Et pourtant, une question se cache derrière l'éclat de cette ville. D'où vient une telle précision? Comment un pays entouré de séismes, de volcans, d'océans et de montagnes a-t-il réussi à bâtir une capitale aussi disciplinée? La réponse ne se trouve pas seulement dans les machines, elle se trouve dans la culture, dans les gestes discrets, dans le respect de l'espace de l'autre, dans une éducation silencieuse qui transforme de petits gestes quotidiens en une force nationale. Et maintenant, si cette ville semble être née dans le futur, notre prochaine destination nous conduira là où le Japon préserve son âme la plus ancienne. Là-bas, les portails rouges gravissent les montagnes, les jardins semblent respirer, et des temples millénaires révèlent ce que Tokyo ne faisait qu'annoncer. Si le futur japonais fascine autant, c'est parce qu'il est né d'un passé profondément sacré. Kyoto, le cœur sacré du Japon millénaire. Kyoto ne se révèle pas comme une ville ordinaire. Elle arrive comme un souffle venu d'un autre temps. Après l'éclat incessant de Tokyo, ici, le Japon semble baisser la voix et inviter le visiteur à ralentir le pas. Pendant plus de 1000 ans, Kyoto fut le cœur impérial du Japon. Et c'est peut-être pour cela que chaque rue, chaque toit, chaque jardin semble préserver une mémoire qui ne se dévoile jamais tout entière. La ville se trouve à environ 450 km à l'ouest de Tokyo, dans la région du Kansai, au centre de l'île de Honshu, entourée de montagnes, traversée par la rivière Kamo et abritée au creux d'un vaste bassin. Kyoto semble à l'écart du rythme effréné des grandes métropoles. Mais la véritable distance entre ces deux villes paraît encore plus grande, car ici, le futur se déchausse avant d'entrer. À Fushimi-Inari, des milliers de portails rouges gravissent la montagne comme un fleuve de feu silencieux. Chaque torii marque un passage, un remerciement, un vœu, une frontière subtile entre le monde visible et l'invisible. À mesure que la caméra avance dans ce corridor rouge, le bruit de la ville s'efface. Il ne reste plus que le son des pas, le vent dans les arbres,
et cette étrange sensation que certains lieux ont été créés pour obliger le cœur à parler plus doucement. Il est impossible de traverser Fushimi Inari sans ressentir quelque chose. Même sans connaître les rites japonais, on perçoit la puissance du symbole. Ici, la montagne semble ouvrir un passage, et le temps paraît suspendre sa course. Puis, Kyoto dévoile l'éclat doré du Kinkakuji. Le pavillon d'or apparaît reflété sur l'eau, comme si le ciel avait laissé tomber un joyau au milieu d'un jardin. Ici, la beauté ne crie jamais, elle murmure. Le lac reflète le temple, les arbres dessinent des ombres délicates, et tout semble pensé pour rappeler que l'harmonie est aussi une forme de sagesse. À Arashiyama, la forêt de bambou transforme une nouvelle fois l'atmosphère. Les tiges s'élèvent droites, immenses, serrées les unes contre les autres, comme les colonnes vertes d'une cathédrale naturelle sculptée par le Créateur. Lorsque le vent les traverse, les bambous produisent un son léger, presque un murmure, comme si la nature elle-même réclamait le silence, non par tristesse, mais par révérence. Puis vient Gion, avec ses maisons traditionnelles en bois, ses lanternes discrètes, ses ruelles étroites, et cette rare possibilité d'apercevoir une Maiko avancer à petits pas, comme un souvenir vivant venu d'un autre siècle. Ici, le Japon montre que la culture n'est pas une pièce de musée. La culture est un geste, une manière de marcher, de servir le thé, d'ouvrir une porte, de traiter le temps avec respect. Dans les jardins zen, pierre, sable, mousse et petits arbustes semblent composer une cartographie de l'âme. Rien n'est de trop. Rien ne manque. Même le vide semble avoir été placé là avec intention. C'est peut-être cela que Kyoto enseigne le mieux. Un pays ne devient pas admirable uniquement en construisant des tours, des ponts, des trains et des machines. Il le devient lorsqu'il apprend à protéger ce qui ne pourra jamais être remplacé. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez simplement le mot « Torii » en commentaire. Ce sera le mot secret de ce documentaire, un signe discret que vous avez franchi avec nous les portails rouges de Kyoto. Mais une couche encore plus ancienne du Japon nous attend. Avant que Kyoto ne devienne ce sanctuaire vivant de la mémoire, il y eut une autre capitale, plus ancienne, plus silencieuse et entourée de messagers qui circulent librement parmi les visiteurs. Un lieu où les cerfs traversent des parcs sacrés, où des lanternes de pierre veillent sur les chemins, et où l'un des plus grands Bouddhas du Japon repose dans un édifice qui défie le regard. Nara, là où le Japon ancien marche encore en silence. À environ 45 km au sud de Kyoto, dans la région du Kansai, Nara s'étend dans un bassin entouré de collines, de bois et d'anciens chemins qui ont contribué à façonner le Japon. Proche des montagnes orientales, la ville semble préservée du rythme effréné des grandes métropoles. Ce n'est pas une ville qui cherche à impressionner par sa vitesse. Elle impressionne par son calme, comme si la géographie avait elle-même contribué à préserver ici une part de la mémoire la plus ancienne du pays. Ici,
le Japon semble avoir conservé une part de sa propre enfance. Avant que Tokyo ne touche le ciel, avant que Kyoto ne devienne un sanctuaire de mémoire, Nara était déjà un centre de pouvoir, de foi, d'art et de révérence. Au 8e siècle, Nara fut la première capitale permanente du Japon. Et c'est peut-être pour cela que ces rues ne semblent pas simplement anciennes. Elles paraissent porter le poids silencieux d'une civilisation qui commençait à prendre conscience d'elle-même. Mais pour de nombreux voyageurs, la première rencontre n'a pas lieu devant un temple. Elle a lieu face aux cerfs. Ils circulent librement dans le parc de Nara, s'approchent des visiteurs et transforment le paysage en une scène presque sacrée. Pendant des siècles, ces animaux furent considérés comme des messagers divins dans la tradition locale. Et aujourd'hui encore, lorsqu'un cerf incline la tête devant quelqu'un, la scène ressemble à une petite cérémonie entre l'homme et la nature. C'est une image simple, mais puissante, car à Nara, la nature n'est pas un simple décor. Elle s'approche, elle respire, elle prend part à l'histoire comme si elle aussi avait quelque chose à raconter. Puis apparaît le Todaiji, un temple monumental, construit en bois, érigé pour abriter l'une des représentations les plus impressionnantes du Japon, le grand Bouddha de Nara. La statue mesure près de 15 mètres de haut. Face à elle, le visiteur ressent cet étrange mélange de petitesse et de paix, comme si le corps s'arrêtait pour laisser l'âme regarder la première. L'édifice qui l'entoure impressionne tout autant. Bois, colonnes, toiture profonde, portes gigantesques et une échelle qui semble donner davantage de poids au temps. Tout ici a été pensé pour inspirer le respect. Lorsque la lumière pénètre par les ouvertures du temple, l'espace se voile d'une brume dorée, l'encens s'élève lentement, les pas ralentissent, et le silence semble devenir plus puissant que n'importe quelle voix. Il existe des lieux où le tourisme est synonyme de mouvement. À Nara, il devient contemplation. Le visiteur ne se contente pas d'observer des monuments. Il a le sentiment d'entrer dans un chapitre ancien, écrit avec du bois, de la pierre, de la foi et de la forêt. Au Kasuga-taisha, des lanternes de pierre bordent les chemins comme des gardiennes silencieuses. Des milliers d'entre elles semblent attendre la nuit, lorsque l'imagination s'allume avant même la flamme. Et parmi les arbres anciens, les mousses, les racines et les sentiers ombragés, il devient difficile de distinguer ce qui relève de la nature de ce qui appartient au sanctuaire. C'est peut-être là la grande leçon de Nara. Le Créateur a dessiné les montagnes, les forêts, les animaux et la lumière. Le Japon ancien a appris à cheminer avec tout cela, sans chercher à dominer chaque détail, comme si la beauté, elle aussi, exigeait de l'humilité. Et maintenant, après avoir traversé des temples, des cerfs, des lanternes et des souvenirs qui semblent encore respirer, une silhouette commence à s'imposer dans l'imaginaire du Japon. Une montagne parfaite, un volcan sacré, un symbole. Elle se trouve à des centaines de kilomètres d'ici. Et lorsque ce géant se dressera devant vous, vous comprendrez que certains paysages ne sont pas seulement beaux, ils ressemblent à des appels. Comme si Dieu avait laissé une montagne pour rappeler à l'homme de lever les yeux. Mont Fuji, le volcan sacré qui veille sur le Japon.
Il existe des montagnes que l'on regarde avec les yeux, et d'autres qui semblent toucher quelque chose de plus profond. Le mont Fuji appartient à cette seconde catégorie. Il ne se contente pas d'apparaître dans le paysage. Il s'impose comme une présence. À environ 100 km de Tokyo, le Fuji s'élève sur l'île de Honshu. Avec ses 3776 mètres d'altitude, c'est le point culminant du Japon. Mais réduire le mont Fuji à un chiffre serait bien trop réducteur. Il est volcan, symbole, sanctuaire naturel, icône nationale, et peut-être la silhouette la plus reconnaissable de tout l'archipel japonais. Lorsque le ciel est dégagé, sa forme presque parfaite semble avoir été tracée avec une sérénité impossible. Sa base immense, son cône élégant, son sommet enneigé, tout évoque une œuvre que le Créateur aurait façonnée pour enseigner la révérence. Pendant des siècles, des pèlerins ont gravi ces pentes en quête de purification, de force, de silence et de sens. Car au Japon, certaines montagnes ne sont pas de simples élévations de pierre. Ce sont des lieux où l'âme apprend à respirer. Le Fuji est un volcan actif, même si sa dernière grande éruption remonte à 1707. Depuis, il demeure là, serein, comme s'il conservait sous terre la mémoire du feu. Autour de lui, les 5 lacs du Fuji composent l'un des paysages les plus contemplatifs du pays, à Kawaguchiko. Lorsque l'eau est calme, la montagne se dédouble dans le miroir du lac. La scène paraît simple, et pourtant, elle captive le regard. Le Fuji au-dessus, le Fuji en dessous, le ciel entre les deux, et le visiteur immobile, sans savoir s'il contemple un paysage ou une prière silencieuse. À Hakone, les sources thermales rappellent que le Japon repose sur une terre en perpétuel mouvement. Plaques tectoniques, volcans, sources chaudes et montagnes révèlent un pays façonné par l'instabilité. Et c'est peut-être précisément pour cela que les Japonais ont tant appris sur l'équilibre. Lorsque la terre tremble, lorsque le climat change, lorsque la mer menace, la discipline cesse d'être une simple habitude et devient une question de survie. Sur les pentes du Fuji, des forêts poussent sur d'anciens champs de lave. Les racines enlacent les roches sombres, les mousses recouvrent les cicatrices, et la vie s'obstine à renaître là où autrefois régnait le feu. C'est l'une des images les plus puissantes du Japon. La destruction n'a jamais le dernier mot. Le temps œuvre, la nature répond, et ce qui semblait être une fin finit un jour par devenir un chemin. Si ce paysage a éveillé quelque chose en vous, laissez un pouce bleu pendant que le mont Fuji est encore devant nos yeux. C'est un petit geste, mais il aide ce voyage à atteindre davantage de personnes qui aiment découvrir notre planète. À l'aube, lorsque la première lumière effleure le sommet, la montagne semble s'illuminer de l'intérieur. Aucune précipitation, aucun bruit, seulement cette rencontre rare entre le ciel, la terre, la neige et le silence. Beaucoup de voyageurs arrivent ici à la recherche d'une photographie, mais ceux qui prennent le temps de regarder repartent avec quelque chose de plus grand.
La sensation que certaines merveilles ne sont pas seulement faites pour être vues, mais pour nous transformer de l'intérieur. Et après ce silence sacré, le Japon change une nouvelle fois de rythme. De la montagne parfaite, nous partons vers une ville de saveurs, de lumière, de canaux, de rires, de châteaux et de rues qui semblent ne jamais dormir. Prochaine étape, Osaka. Et là, le Japon dévoile un visage plus populaire, plus chaleureux, plus humain, comme si, après la contemplation du Fuji, le pays ouvrait la porte de sa propre cuisine. Osaka, l'âme populaire d'un Japon vibrant. Après le silence majestueux du mont Fuji, Osaka arrive comme un battement en pleine poitrine. La ville s'illumine, bouillonne, sourit et semble rappeler aux voyageurs que le Japon sait aussi faire la fête. Située dans la région du Kansai, à environ 500 km de Tokyo, Osaka forme l'une des plus vastes zones urbaines du Japon. Mais sa grandeur a une toute autre saveur. Ici, le futur ne se révèle pas seulement dans les tours et les gares, il s'exprime dans les rues débordantes de vie, les enseignes monumentales, les marchés animés, et dans cette façon qu'a la ville de transformer la cuisine en identité. À Dotonbori, les lumières se reflètent dans les canaux comme de la peinture au néon sur l'eau. D'immenses enseignes semblent jaillir des façades, et chaque coin de rue interpelle le visiteur par ses parfums, ses couleurs, ses sons et son mouvement. Difficile de s'y promener sans avoir faim, les takoyaki, petites bouchées garnies de poulpe, et l'okonomiyaki, une sorte de galette japonaise salée, révèlent un pays qui raconte aussi son histoire à travers les saveurs. Et c'est peut-être là tout le charme d'Osaka. Elle rend le Japon plus proche. Après les temples, les montagnes et les rituels, ici, le pays s'assoit à table avec le visiteur, comme pour reprendre une conversation ancienne. On dit parfois qu'Osaka est la cuisine du Japon, et l'on comprend vite pourquoi. Dans les rues, les plaques brûlantes font tss, pendant que des mains rapides préparent de petites merveilles sous vos yeux. Mais d'Osaka ne vit pas seulement de saveurs. Le château d'Osaka s'élève comme un souvenir de pouvoir, de guerre, de stratégie et de résistance, entouré de remparts, de jardins, de douves et d'histoires qui ont traversé les siècles. Construit à l'origine au XVIe siècle, le château a marqué une période décisive dans l'unification du Japon. Lorsqu'on le voit entouré par la ville moderne, la scène paraît presque cinématographique. Le passé observe le présent depuis ses fenêtres de pierre. Depuis ces points de vue, Osaka se déploie en avenues, immeubles, rivières, ponts, toits et mouvements. Elle n'a pas la solennité de Kyoto. Elle n'a pas la perfection silencieuse du Fuji. Osaka a la chaleur humaine. Elle a le rire, l'effervescence des marchés, les conversations de rue, une énergie qui semble rappeler que toute grande civilisation a aussi besoin de joie pour rester vivante.
Et avant de poursuivre dans cette nuit illuminée, vérifiez que vous êtes bien abonné à notre planète. Ainsi, nos prochains documentaires viendront jusqu'à vous, comme de nouvelles portes ouvertes sur des lieux qui méritent d'être contemplés sans hâte. Lorsque la caméra glisse le long des canaux d'Osaka, une vérité discrète se révèle. Le Japon ne sépare jamais vraiment la beauté de la fonction. Même un pont, une boutique ou une simple échoppe peut porter en elle un véritable sens de l'esthétique. Comme si le quotidien avait été poli au fil des générations. L'emballage d'un aliment, le geste du vendeur, la manière de servir un plat, tout semble rappeler que chaque détail compte. C'est peut-être pour cela qu'Osaka reste en mémoire d'une manière différente. Elle n'impressionne pas seulement par ce que l'on voit. Elle marque par ce que l'on ressent, par les parfums sucrés et salés dans l'air, par les lumières sur l'eau, par cette ville qui semble vous appeler par votre nom. Mais maintenant, le voyage doit changer de ton. Après l'énergie populaire de Osaka, le Japon nous conduit vers une ville où la beauté s'est reconstruite au bord de l'une des blessures les plus profondes du XXe siècle. Nous partons pour Hiroshima, puis pour Miyajima. Là où mémoire, mer, silence, reconstruction et un portail rouge dressé sur les eaux vont révéler l'un des passages les plus émouvants de ce voyage. Hiroshima et Miyajima, la beauté née après la douleur. À environ 330 km d'Osaka, Hiroshima apparaît avec une sérénité saisissante. À première vue, ses avenues, ses rivières, ses ponts et ses édifices modernes semblent raconter une histoire de renaissance. Mais il existe dans cette ville un silence différent. Ce n'est pas du vide, c'est de la mémoire. Comme si chaque arbre, chaque chemin et chaque pierre portèrent la responsabilité de rappeler au monde ce qui ne devrait jamais se reproduire. Dans le parc du Mémorial de la Paix, le temps semble avancer avec précaution. Enfants, voyageurs, familles, personnes âgées, tous y marchent avec un respect presque instinctif, comme si la ville elle-même demandait des pas plus légers. Le dôme de la bombe atomique se dresse encore, non comme une ruine oubliée, mais comme un témoin. Sa structure meurtrie a traversé les décennies, rappelant que l'histoire ne vit pas seulement dans les livres. Elle demeure aussi dans les murs. Hiroshima fut frappée en 1945, et pourtant, lorsque l'on regarde la ville aujourd'hui, on voit des rues pleines de vie, des tramways circuler, des gens travailler et des jardins qui semblent s'obstiner à rester beaux. C'est l'une des grandes leçons du Japon. La douleur n'a pas été effacée, elle a été transformée en avertissement, en reconstruction, en dignité et en un message silencieux de paix qui continue de franchir les frontières. Il existe ici une force difficile à expliquer. Ce n'est pas la force des armes, ce n'est pas celle des bâtiments. C'est la force d'une ville qui a choisi de continuer à respirer, même après avoir vu l'impensable. Et c'est peut-être pour cela que Hiroshima touche le visiteur si profondément. Car elle montre qu'une nation ne se mesure pas seulement à ce qu'elle construit, mais aussi à la manière dont elle se relève lorsque tout semble perdu. Après cette mémoire, le voyage se poursuit vers la mer. À quelques kilomètres de là, un ferry traverse les eaux de la mer intérieure de Seto.
en direction du Nil où le Japon recommence à parler en poésie. Cette île, c'est Miyajima, également connue sous le nom de Itsukushima. Elle apparaît entre montagnes verdoyantes, eau paisible, serre en liberté, et une atmosphère qui semble suspendue entre le ciel et l'océan. Lorsque la marée monte, le grand portail rouge du sanctuaire d'Itsukushima semble flotter sur les eaux. Le torii ne fait pas simplement partie du paysage. Il semble ouvrir un passage vers un autre état d'âme. C'est l'une des images les plus emblématiques du Japon, le rouge face au bleu, le bois face à la mer, la foi face à l'horizon. Et derrière tout cela, la main du créateur dessinant des reflets qu'aucune caméra ne peut saisir entièrement. Le sanctuaire possède des racines très anciennes, et sa construction sur pilotis donne l'impression que les bâtiments reposent sur l'eau. Lorsque la marée change, le même lieu semble revêtir une toute autre personnalité. À marée haute, Miyajima ressemble à un rêve flottant. À marée basse, le visiteur peut marcher sur le sable, s'approcher du portail et découvrir les véritables dimensions de cette structure qui, quelques instants plus tôt, ressemblait à un mirage. En arrière-plan, le mont Mizen veille sur l'île avec ses forêts denses, ses sentiers, ses belvédères et ses temples cachés. Depuis les hauteurs, la mer intérieure de Seto se déploie en îles, bateaux, brumes et petites étendues de terre. Ce contraste est saisissant. Hiroshima parle de la mémoire des hommes. Miyajima parle de la beauté qui demeure. L'une enseigne à se souvenir, l'autre invite à contempler. Ensemble, elles composent l'un des passages les plus émouvants du Japon. Lorsque le soleil commence à descendre derrière le portail rouge, les eaux se parent d'or. Les bateaux passent lentement, les visiteurs baissent la voix, et l'île semble enfermer le monde tout entier dans un instant suspendu. À cet instant, Miyajima ne ressemble plus seulement à une destination touristique. Elle devient un rappel. La beauté peut survivre, l'espérance peut renaître, et même après la nuit la plus sombre, la création trouve toujours un moyen de rallumer la lumière. Mais le Japon nous réserve encore un changement radical de décor. Après les mémoriaux d'Hiroshima, les eaux de Miyajima et le silence face au grand torii, notre voyage quitte l'ouest de Honshu et se dirige vers l'extrême nord de l'archipel. Nous partons maintenant pour Hokkaido, la deuxième plus grande île du Japon, séparée de Honshu par le détroit de Tsugaru. Un territoire plus froid, plus vaste, plus sauvage, où l'horizon semble s'ouvrir et où le Japon commence à dévoiler un visage totalement différent. Hokkaido, le nord sauvage du Japon. Au nord de l'archipel, Hokkaido révèle un autre Japon, plus vaste, plus froid, plus ouvert, un territoire où l'horizon semble respirer plus librement. Séparée de l'île de Honshu par le détroit de Tsugaru, Hokkaido est la deuxième plus grande île du Japon. Et ici, le paysage change de langage, comme si le pays ouvrait une fenêtre sur le monde sauvage. À la place des villes compactes, de vastes étendues,
À la place des ruelles anciennes, de larges routes, à la place des temples cachés, des volcans, des lacs, des forêts, des fermes, de la neige et du silence. Au centre de l'île, le parc national de Daesae-Tsusan se dresse comme une forteresse naturelle. Montagnes volcaniques, vallées profondes, sources thermales et sentiers dévoilent un Japon qui semble moins apprivoisé. Le nom Daesae-Tsusan est souvent traduit par grande montagne enneigée. Il suffit de regarder ses sommets pour comprendre. Ici, le froid n'est pas un détail. C'est un personnage. Pendant une grande partie de l'année, la neige transforme le visage de Hokkaido. Elle recouvre les toits, efface les chemins, étouffe le bruit des forêts et métamorphose l'île en un territoire d'une blancheur presque infinie. À Sapporo, la capitale de l'île, l'hiver prend forme dans des sculptures de glace, de larges avenues, des lumières douces et une atmosphère qui semble mêler ville moderne et univers polaire. Mais Hokkaido ne se résume pas à l'hiver. Lorsque les saisons changent, l'île dévoile un autre visage. À Furano, les champs de lavande peignent le paysage de nuances violettes, comme si la terre avait choisi de fleurir en silence. À Bii, des collines ondulantes, des fermes, des routes solitaires et des arbres isolés composent un décor presque pictural. C'est le genre de paysage qui n'a besoin d'aucune explication. Il reste simplement là et retient le regard. Il y a quelque chose de très particulier dans ce nord japonais. Il ne cherche pas à impressionner par l'excès, il impressionne par l'espace, par le vent, par le ciel, par la distance, par cette sensation que la nature impose encore son propre rythme. Dans les lacs volcaniques, l'eau reflète les montagnes, les nuages et les forêts sombres. Par endroits, la vapeur s'élève des sources thermales, rappelant que, même sous la neige, la terre reste vivante. Ce contraste est saisissant. La glace au-dessus, le feu en dessous, le silence à l'extérieur, le mouvement à l'intérieur. Hokkaido semble porter dans son propre sol la respiration profonde de la planète. Et lorsque l'on contemple ce paysage, il devient difficile de ne pas percevoir la main du Créateur. Il y a de la beauté dans le volcan, il y a de la beauté dans la neige, il y a de la beauté dans les grandes étendues. Et même l'attente des saisons possède sa propre beauté. Hokkaido porte aussi une histoire humaine profonde. Avant l'expansion du Japon moderne, cette région était habitée par le peuple Aïnou, avec sa propre culture, sa propre langue et une relation profondément enracinée dans la nature. Connaître cet héritage est essentiel, car le Japon n'est pas fait d'une seule voix. Il porte aussi les mémoires du Nord, des chants anciens, des savoir-faire, des rituels et des façons de voir le monde qui méritent le respect. À Hokkaido, la vie semble exiger que l'on soit prêt. L'hiver est long, le froid est bien réel. Les distances paraissent plus grandes et c'est peut-être pour cela que chaque fleur qui naît au printemps ressemble à une victoire. C'est une leçon simple et profonde. Après la neige, les couleurs reviennent. Après le silence, les chants se remettent à chanter. Après le froid, la vie se fraye un chemin, sans bruit, mais avec une force bouleversante.
Si vous vivez ce voyage comme une véritable découverte, dites-nous en commentaire quel paysage du Japon vous a le plus surpris jusqu'ici. Les lumières de Tokyo, le silence de Kyoto ou l'immensité de Hokkaido. En observant cette île, on comprend que le Japon ne tient pas dans une seule image. Il peut être néon, il peut être temple, il peut être volcan, il peut être neige, il peut être un champ violet sous le soleil d'été. Mais maintenant, notre voyage va prendre une direction inattendue. Après le froid du nord, nous partons vers l'extrême sud, vers un Japon entouré d'eau cristalline, de récifs, de châteaux et de vents tropicaux. Nous partons pour Okinawa, et ce sera peut-être le plus grand choc visuel de ce voyage, car beaucoup imaginent le Japon à travers ses montagnes, ses temples, sa neige et ses villes. Mais peu connaissent son visage bleu. Hokkaido nous a montré le Japon qui résiste au froid. Okinawa va nous révéler celui qui dialogue avec l'océan. Et entre ces deux extrêmes, l'archipel dévoile toute sa véritable grandeur. Et lorsque les eaux turquoises apparaîtront devant vos yeux, vous réaliserez peut-être que le Japon gardait encore une dernière surprise, bien loin des temples et des villes du futur. Okinawa, le Japon tropical que beaucoup n'imaginent même pas. Après le nord glacé de Hokkaido, la carte du Japon descend sur plus de 2000 km, jusqu'à presque changer d'âme. L'air devient plus chaud, la lumière s'ouvre davantage, et l'océan finit par tout dominer. Okinawa occupe l'extrême sud du Japon et se compose de dizaines d'îles qui s'étirent en direction de Taïwan. Ces terres sont dispersées entre la mer de Chine orientale et l'océan Pacifique, bien plus proches d'un climat subtropical que des paysages enneigés du nord japonais. Ici, le pays échange la neige contre le corail, les montagnes froides contre des plages baignées de lumière et les vastes terres contre de petites îles entourées d'eau d'un bleu presque irréel. À première vue, on pourrait croire à un autre pays. Eau turquoise, récifs coralliens, falaises, grottes, villages côtiers et un rythme de vie bien plus lent que dans les grandes métropoles japonaises. Voilà toute la beauté du contraste d'Okinawa, après Tokyo, Kyoto, Nara, le mont Fuji et les montagnes enneigées. Le Japon dévoile un visage tropical, lumineux, presque secret. Pendant des siècles, Okinawa fit partie de l'ancien royaume de Ryukyu. C'est pourquoi sa culture porte une identité bien à elle, à travers sa musique, ses danses, son architecture, sa cuisine et des traditions différentes de celles du Japon continental. Au château de Shuri, l'histoire de Ryukyu se révèle dans des couleurs intenses. Rouge, or, toiture courbe, vaste cour et une élégance qui évoque les anciennes routes maritimes, la diplomatie, le commerce et la puissance insulaire. Ici, le Japon ne regarde pas seulement vers les montagnes et les temples. Il se tourne vers la mer, car pendant longtemps, les îles d'Okinawa ont vécu comme des passerelles sur l'océan, reliant des cultures, des peuples, des marchandises et des mémoires. Sur les plages, l'eau semble s'illuminer de l'intérieur,
Par endroits, les teintes passent du bleu clair au vert, au turquoise, jusqu'à une transparence qui laisse apparaître les fonds marins comme du verre vivant. Les récifs coralliens abritent une vie silencieuse, de petits poissons, des formes délicates, des courants légers et des couleurs qui donnent à l'océan l'apparence d'un jardin sous-marin, planté par le Créateur sous la surface des eaux. Et c'est peut-être ici que beaucoup seront surpris, car Okinawa donne au Japon une atmosphère presque familière. Soleil, mer, brise, produits frais, vie dans les rues et un lien profond avec le littoral. Sur les plus petites îles, le silence prend une autre texture. Les bateaux reposent près du sable, le vent traverse les palmiers, de petites routes longent la côte, et la mer semble appeler le voyageur rien qu'au regard. Il y a une beauté discrète dans cet éloignement. Okinawa n'a pas besoin de rivaliser avec Tokyo. Elle n'a pas besoin de ressembler à Kyoto. Elle révèle quelque chose qui n'appartient qu'à elle. Un Japon d'eau, de mémoire, de résilience et de lumière. Okinawa nous rappelle que le Japon ne tient pas dans une seule idée. Il peut être temple, néon, volcan, forêt, neige, mémoire, mer et une île où le temps semble marcher pieds nus. Et maintenant, lorsque nous regardons derrière nous, l'ensemble du voyage commence à dessiner une image plus vaste. Le Japon n'a pas seulement construit des villes du futur, il a préservé des lieux où le passé s'est encore touché le cœur. Du mont Fuji aux plages d'Okinawa, des portails de Kyoto aux lumières de Tokyo, une question demeure. Qu'est-ce qui permet à une nation de traverser les siècles sans perdre son âme ? Et c'est peut-être précisément à cet instant, lorsque tous ces paysages commencent à se rejoindre dans notre mémoire, que nous comprenons ce que ce voyage nous a réellement révélé. Le Japon change de forme, de climat, de rythme, mais quelque chose demeure, une identité qui traverse le temps et reste reconnaissable même lorsque tout autour semble se transformer. Profitez de cet instant pour vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne Notre Planète. Ainsi, vous continuerez à recevoir des documentaires comme celui-ci, remplis de paysages qui inspirent, d'histoires qui traversent les siècles et de moments qui transforment notre manière de regarder le monde. Et nous poursuivons ainsi, non pas vers une fin, mais vers la suite naturelle de ce voyage. Car chaque lieu découvert ouvre la voie à d'autres, encore plus surprenants. Et chaque horizon fait naître une nouvelle envie d'explorer. Le Japon nous laisse des images qui restent en mémoire, mais le voyage ne s'arrête pas ici. Le monde recèle encore des paysages extraordinaires, des cultures qui ont traversé les siècles et des lieux capables de faire renaître cette même émotion. Tout continue. Si ce documentaire vous a touché, votre prochaine destination est déjà sur votre écran et vous attend. Cliquez et poursuivez le voyage avec moi, à la découverte de quelques-uns des paysages les plus extraordinaires de la création. Découvrez l'extraordinaire aux quatre coins du monde. Je vous embrasse et à très bientôt pour un nouveau voyage.